Et voilà, ça enregistre. Allez, c'est parti. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relive. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu? Un énorme plaisir de te rejoindre. Émission spéciale aujourd'hui, hein? Ouais, émission très très spéciale. Roulement de tambour pour cet épisode de Relive qui vous parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel, car nous retrouvons un invité de longue date et quelque part un petit peu notre parrain de cœur de Nip Live de l'époque, dans la toute première émission. Il y a de cela 100 épisodes, car vous écoutez le 100e épisode de Relive, vous l'avez compris, c'est Pierre Journel. Salut Pierre. Bonsoir Guillaume, bonsoir Matt. Eh bien, je suis très très content d'être ici. On a l'impression que c'était a lifetime ago, comme on dit en bon français. Et c'est vrai que c'était il y a très longtemps. Et on a juste à regarder un peu autour de nous notre setup technique. Je pense qu'on l'aurait pas cru il y a 100 émissions qu'on allait se retrouver comme ça, quoi, hein. Effectivement, on se retrouve dans des conditions, plutôt hyper confortables à parler, là de développement personnel, d'amélioration du quotidien, de productivité, tout ce dont on a pu dérouler, pendant une centaine d'émissions et on va réaborder, ce sujet ensemble, Pierre, mais sous l'angle de la rétrospective. Matt, je ne sais pas si on va pouvoir réinviter toutes les personnes avec qui on a pu échanger dans Relife. C'est ambitieux? C'est oui, beau projet, beau projet. Ben, on a une centaine d'épisodes hein, pour refaire tout au complet. Il y en a qui veulent pas Heureusement. revenir, hein, peut-être, hein. Peut-être, Peut-être, on va savoir. peut-être. En tout cas, il y a pas 100 invités, donc ça devrait pouvoir, être jouable si on se lançait ce défi. En attendant, on va se rabattre sur nos avis Apple Podcast, Matt. Oui, alors on a un avis de René. Merci d'avoir des noms imprononçables, mais vous avez donné quand même 5 étoiles. Merci infiniment. Et avec le titre J'écoute ce podcast depuis 2017. Et le texte, c'est J'écoute ce podcast depuis un petit moment déjà et je ne m'en lasse jamais. Des sujets toujours pertinents, décortiqués par des experts de la tech Guillaume et Matt. Merci d'améliorer mon quotidien. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir déposé cet avis sur Apple Podcast. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez évaluer Relive sur votre application de podcast favorite. Et surtout, on compte sur vous pour vos devoirs, vos incontournables, c'est de partager le podcast autour de vous, à votre entourage proche, humain, personnel, mais aussi votre entourage numérique. Et puis, si jamais vous avez pas encore été mis au courant, sachez qu'on a lancé depuis quelques temps maintenant une page Patreon, rien de mieux que pour fédérer cette belle communauté d'auditeurs derrière Relife et pouvoir nous soutenir financièrement. Donc, si vous trouvez, comme plein de monde a priori hein, dans les avis Apple Podcast, que l'émission vous aide au quotidien, vous apporte des sourires, du fond, vous permet de vous remettre en question un petit peu au quotidien, et ben, venez rejoindre patreon.com/Relife Podcast. Allez, sans autre forme de procès, on passe au cœur quand même de notre émission parce que pour cette centième, on a donc choisi de faire revenir Pierre Journel parce que nous avions donc échangé dans le premier épisode d'à l'époque Nip Life qui avait été diffusé le 19 septembre 2013, ça ne nous rajeunit pas. Et au-delà d'avoir été notre premier invité, tu étais déjà à l'époque, et tu l'es toujours, un acteur de la création de contenu en ligne. Bon, Pierre, il est peut-être important que tu puisses te représenter en quelques mots. Ça me ferait rire que tu puisses te représenter tel que tu étais en 2013 et nous dire ce que tu as changé du coup. Bah, je t'avouerai que j'ai pas eu la curiosité d'aller réécouter en 2013. Ça aurait été marrant de réécouter, puis de voir si je vais être pile poil et dire exactement la même chose, ou si le mec il a pris un melon intersidéral et que du coup maintenant c'est moi-même maître du monde, quoi. C'est ouais. Écoute, j'espère ouais que la présentation va être différente parce que 2013, purée la vache, ouais, ça me paraît déjà il y a tellement longtemps. Donc tu veux que je fasse une petite présentation? Oh bah oui, que les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté les premiers épisodes puissent mieux te connaître. Alors, tu sais, tu parlais d'anciens du podcast, et cetera. Il y a quelque temps, quelqu'un m'avait même qualifié de dinosaure du podcast, que je trouve c'est plutôt un sobriquet qui me convient très bien, puisque c'est vrai que moi, l'aventure du podcast, elle avait démarré en 2005. J'avais acheté mon tout premier iPod à Noël 2004, et puis étant de formation ingénieur, informaticien, étant musicien amateur, j'avais assez vite vu qu'on pouvait faire de l'audio avec, et puis j'avais découvert les podcasts. Et donc, à l'époque, on habitait au Canada avec mon épouse et nos enfants. On était arrivé là-bas en 97. On y est resté jusqu'en 2008.
Donc, une fois qu'après j'ai découvert le podcasting, j'ai commencé à en écouter. Je me suis dit, tiens, ça serait quand même hyper cool de chroniquer notre immigration là-bas. D'où le lancement du PCC, le podcast de la cabane au Canada, qui est toujours à l'adresse lepcc.net et que j'ai fait comme ça de manière très régulière. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais ça serait canon un jour de faire un podcast qui parle que de guitare, parce que moi, j'ai l'âge canonique de 53 ans. Je joue de la guitare depuis, on va dire, ouais, 40 ans maintenant. Et bah, vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, que le podcast permet d'adresser un public de niche. Et je me disais, putain, mais un podcast qui parle que de guitare, ça serait canon. Et c'est que quand on est rentré en France, donc fin 2008, en 2009, que j'ai démarré la chaîne guitare. Et vraiment, à l'époque, je pensais faire ça uniquement soir et week-end. De peine et de misère, je pensais pouvoir faire une émission par mois, pardon. Et en fait, une interview débouchant sur une autre, j'en ai fait une par semaine. Et jusqu'à arriver au point de déclenchement, de basculement en 2011-12, où je me suis dit, putain, je prends un pied monumental à faire ça. Il y a des gens qui écoutent ça. Est-ce que pourrait pas y avoir un business model pour faire ça à temps plein? Donc, et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé la SAS dont je suis le président. Donc, à partir de dorénavant, jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez me dire Monsieur le Monsieur Président le et me dire Président, vous, s'il vous plaît. enchanté. Voilà, très bien. Et donc, voilà. Et donc, la chaîne guitare sur laquelle je travaille à fond depuis 2012 et le elevator pitch parce que j'aime bien. Et je vais essayer de parler beaucoup anglais pour Matt, histoire d'agacer un peu le Ça va me faire québécois plaisir. qu'on a. Ça va me faire plaisir de te reprendre d'ailleurs. Alors, comment on traduit elevator pitch, le Bonne discours question, d'ascenseur? ça. Vas-y, Et là, dis-moi. le, Alors, le discours d'ascenseur, on va ouais. dire comme ça. La présentation d'ascenseur. Fais-nous une présentation d'ascenseur. Alors, on va dire présentation minute, peut-être, ça serait Enfin bref, Ouais, en tout ouais. cas, le elevator pitch de la chaîne guitare, c'est d'être le Netflix du guitariste. Voilà, donc quand les gens prennent leur abonnement sur la chaîne guitare, ils accèdent à tout le contenu que je peux produire. Et j'ai même coutume de dire que c'est Netflix en mieux, parce que non seulement il y a du contenu de vidéo qui parle de guitare, mais en plus, il y a la partie interaction, puisqu'on peut dialoguer, voilà, entre abonnés, etc. Et en évitant aussi tous les problèmes qu'il y a trop souvent sur les forums publics où les gens passent plus de temps à s'échanger des noms d'oiseaux, à démarrer des guerres de chapelle et autres concours de quéquettes en français dans le texte, plutôt que de parler de leur passion. Et c'est pas propre à la guitare, hein, c'est vrai dans tous les domaines, malheureusement. J'ai déjà vu Voilà. des belles engueulades dernièrement sur des forums de cuisine. Je me suis dit, vraiment, la nature humaine est surprenante. Bah, carrément, bien Il y sûr. avait forcément des véganes dans le tas, non? Ouh là Non? là là Non? là. Pardon, oh, Ça y est. excusez-moi. Ah, il y a des guerres de religion qui sont déclenchées pour moins que ça, là, hein. C'est clair, c'est clair. Alors Pierre, on reparlera tout à l'heure d'un sujet, pour lequel tu avais pris la parole dans ce premier épisode de manière assez complète. C'était, une méthode de productivité, le Getting Things Done, donc le GTD. Michael Paquet, qui a participé longtemps, hein, d'ailleurs, au podcast, a déposé un petit commentaire sur Patreon en disant que c'était, GTD le tout début. C'était le tout début, mais c'est ce qui a lancé le podcast et mis des mots sur une méthode d'organisation. Donc ça, on va revenir dessus. Peut-être en quelques mots, comment tu t'organises aujourd'hui? C'est quoi tes méthodes de productivité? Alors moi, je suis toujours très branché GTD. Alors dans le sens où maintenant c'est quelque chose qui est intégré à la manière dont je travaille, quoi. Donc alors je dirais pas que je suis un ayatollah du GTD parce qu'il y a des choses que je fais pas. Par exemple, la weekly review, je la fais pas. Mais par contre, je note tout ce que j'ai, enfin tout ce que j'ai en tête. J'ai toujours avec moi un papier, un crayon pour noter. Alors je le fais soit hyper old school comme ça, papier crayon, parce que Dieu sait si je suis un Uber geek, donc je suis toujours à la recherche du gadget à la mode. Mais dans la série des gadgets qui tombent jamais en panne, que tu n'as jamais besoin de recharger, etc. Un papier, un crayon, c'est très très bien. Donc beaucoup de nodes, voilà. Pas mal, j'utilise le même gestionnaire de liste depuis des lustres qui s'appelle Toodleedoo. Toodleedoo, donc ça s'écrit T2O DLEDO. Enfin voilà, Je le connaissais même pas. Moi non Ah, mais plus. c'est un vieux truc, hein. Je l'ai acheté, je pense, l'application payante, et puis c'est tout. Donc, elle est sur mon téléphone. Et puis, bien sûr, enfin, bien sûr, non, pas forcément bien sûr, mais Evernote, en tout cas, qui est mon deuxième cerveau, voire le premier, puisque c'est là où je stocke, grosso modo,
toutes les informations, tous les projets, toutes les choses. Quand je prépare une interview, c'est dans Evernote. Quand je prépare un projet sur lequel je travaille pour la chaîne Guitare, que ce soit pour un déplacement, pour un salon, enfin à l'époque on pouvait encore se déplacer, ou quelque chose que je veux mettre en place, tout ça, ça va dans Evernote. Donc c'est un peu le support électronique de mon cerveau, quoi. En sachant que d'ailleurs que tu avais lancé la chaîne Éléphant aussi, Ah en fait, de la ouais. chaîne Guitare. Ouais, c'est comme ça Absolument. que en fait, je t'ai rencontré. C'est comme ça que je t'ai découvert avec la chaîne Éléphant, Ouais, où absolument. un geek parlait une fois par jour. Je me rappelle plus la fréquence, c'était à peu près une fois par semaine, une fois par mois, où tu parlais des nouveautés d'Evernote. Tu as même été voir le directeur, tu as même eu les chaussettes, tu as été un ambassadeur. Les Non, non, chaussettes mais Evernote. J'ai Ah eu ouais, les ouais. Evernote Socks, ouais, bien Oh là sûr, là ouais. là là. Ouais, puis j'ai eu l'occasion de croiser Phil Libin Voilà, deux fois. voilà. 2 fois, je l'ai fait en interview quand il y avait les conférences, le web à Paris. Et ouais, moi, enfin, Evernote, enfin, toute l'aventure d'Evernote, tout le décollage météorique, moi j'étais à fond dedans et c'était un outil qui m'a beaucoup parlé, que j'utilise encore beaucoup. Alors il y a moins l'excitation d'Evernote de la première époque, effectivement, enfin, voilà, parce que je pense que c'est un produit qui est mature, qui bouge plus beaucoup. Mais toute cette époque-là, enfin, moi j'en garde un super souvenir. Et oui, étant très fan du podcast, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire un podcast qui parle que d'Evernote. Donc j'avais lancé la chaîne Éléphant et The Elephant Channel. Je l'avais même pitché à Phil Libin, on en avait parlé. Je dis, ah bah voilà, on pourrait faire des choses ensemble. Enfin bon, finalement, ça s'était pas fait. Mais moi, il y a eu une époque, Phil Libin m'aurait demandé de venir travailler pour Evernote, mais j'y serais allé en courant, quoi. Parce que enfin, j'adore le produit, j'adore toujours le produit. Et j'aimais beaucoup, même maintenant, après quelques années, plus que le produit, même si Phil Libin n'est plus dans Evernote depuis quelques temps, j'avais beaucoup aimé la manière dont il parlait de la boîte, sa manière de communiquer, son sens de l'humour. Je suis toujours hyper fan de Phil Libin. Et ce qui est marrant, c'est que 2, 3 ans après avoir fait j'avais déjà lancé la chaîne Guitare, il était revenu en France pour je pense que c'était pour le web ou je sais pas quoi. Et donc, je l'avais pingé en DM sur Twitter. Et je lui avais dit, ah bah tiens, j'aimerais bien te rencontrer, j'aimerais bien te parler de la chaîne Guitare, blabla. Et puis, on s'était retrouvés, mais genre à minuit dans son hôtel. Il est arrivé super en retard, mais il était venu quand même. Et on avait discuté, mais comme ça, j'ai dire d'entrepreneur à entrepreneur. Alors, pas tout à fait avec la même dimension là, de développement business, quoi. Mais, enfin, tu vois, il m'avait donné du jus de cerveau et j'avais beaucoup apprécié ce moment-là. Donc, ouais, Evernote, toute une aventure. Et ça reste encore pas mal au cœur de la gestion de mon système d'information personnelle. Ouais. Et la question qui me mord les lèvres, à quand les chaussettes, la chaîne Guitare? Ah Ah bah oui. écoute, non, alors les seuls goodies que j'ai, c'est les t-shirts, la chaîne Guitare, les chaussettes, non. On m'a demandé, ouais, est-ce que tu vas faire des masques? Et ouah, je me suis dit, bon, c'est pas quand même pas super marrant de porter des masques. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un abonné de la chaîne Guitare qui s'en est fait imprimer, donc du coup, il se promène avec un masque, la chaîne Guitare. Chaîne Guitare? Mais j'ai pas eu envie d'aller là. Mais écoute, si vraiment tu veux des chaussettes, je peux réfléchir à ça, hein, effectivement. Hein. C'est rigolo en tout cas que tu dises que tu utilises toujours Evernote parce que je pense que dans mon entourage numérique pour le coup, et je connais plus personne qui Ah ouais? utilise Eh Evernote. ben voilà, Je je suis pense le que j'ai fait dernier. partie des ultimes ambassadeurs à ma connaissance Ouais. d'Evernote. Je l'ai défendu envers et contre tout. Et j'ai le sentiment que ça devient désormais de plus en plus difficile de les défendre pour plein Hmm. d'aspects, hein, notamment le modèle économique qui devient compliqué par rapport aux concurrents et les avantages fonctionnels qui sont discutables. Enfin, je sais pas, tu rejoins mon sentiment déjà, Matt, peut-être avant qu'on enchaîne sur la vision de Pierre par rapport à Evernote. Oui, ben, amoureux de la tech que je suis, j'aime beaucoup, beaucoup, et je fais attention à moins le faire d'ailleurs, mais j'aime beaucoup, beaucoup essayer beaucoup de nouveaux produits. Quand Evernote a changé son modèle d'affaires, c'est vrai que ça a donné un coup, je pense, ça a claqué beaucoup. Quand OneNote est arrivé, ça a Attends, attends, été... attends. Pourquoi tu dis que Evernote a changé son modèle d'affaires dès le début? Ils avaient le modèle premium et tu payais. Qu'est-ce qui a changé? Oui, Je comprends pas. oui, mais je me souviens qu'il y avait certaines limitations qui avaient été augmentées par rapport au modèle gratuit Ah versus oui, les anciens. ok, exact. Alors, quand ils ont changé, alors tu as raison, merci de me reprendre. Quand ils ont limité encore plus la Hmm. version gratuite, ça a été le
voyons, le clou dans le cercueil, non, le clou de cercueil, le clou dans le Euh, cercueil, le clou dans le cercueil, ouais, c'est ça. Pour moi, et après ça, j'ai été dans d'autres applications. Puis de toute façon, c'est ça, j'ai toujours été un peu infidèle sur ces applications-là. Alors j'en ai essayé beaucoup. D'ailleurs, maintenant, on s'organise avec Notion, nous. Ouais, on a un mix. Alors, Matt et moi avons quand même des outils assez proches, je pense. À 80% dans le quotidien, on utilise Apple Note. Et alors, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai eu besoin de rationaliser toute une Mm. banque d'informations de référence que j'ai dans Notion. Et on utilise Notion pour eLife. Merci Estelle, au passage. Donc, oui, ce serait intéressant un petit peu d'avoir ton point de vue sur les applications de prise de notes. Est-ce que tu trouves finalement, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut en déduire, comme tu utilises toujours Evernote, que finalement, rien n'a vraiment changé et Non, que, c'est et que ça. cet outil de référence reste toujours valable? Ou est-ce que tu as l'impression que le panorama s'est largement élargi? Est-ce que tu n'as pas envie, là, tout de suite, de tester des outils qui sont plébiscités par tout le monde, là? Bah, écoute, là, tu vois, j'ai mon Evernote sur mon téléphone sous le nez. J'ai actuellement 18 063 notes dans Evernote. Donc, du coup, tu comprendras que l'inertie, enfin, en tout cas, la friction à passer dans un autre système, elle est un petit peu importante, quoi. Donc, Ouais. après, sur mon téléphone, j'utilise aussi pas mal Apple Note, mais pour moi, c'est plus la catégorie bloc-notes, là où Evernote, il y a une information que j'arrive en tout cas, moi, à plus structurer avec les carnets, avec les étiquettes, etc. Mais l'utilisation que je fais d'Evernote est assez basique, hein. Tu vois, j'ai quelques étiquettes, et puis voilà, il n'y a pas de... L'information n'est pas beaucoup plus structurée que ça. Alors, est-ce que j'ai pensé à être passé à d'autres systèmes? Oui, j'y ai pensé, mais ça m'a pas duré longtemps, quoi. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, là, ça fait le boulot pour moi. Voilà, voilà, Je paye mon voilà. abonnement premium, je sais plus, 100 ou 200 balles par an, là. Et puis ça fonctionne. Mais j'avoue que ça m'a des fois un peu énervé, où j'ai trouvé que la qualité du logiciel d'Evernote avait un petit peu baissé. Je pouvais avoir des erreurs de synchro que j'avais pas avant. C'était un peu moins rapide. Donc bon, il y a eu un peu je dirais pas un rapport amour-haine avec Evernote, parce que quand même, ça reste un outil que j'utilise beaucoup. Et si c'était pénible à utiliser, j'aurais migré sur autre chose. Mais migrer 18 000 notes, enfin, je sais pas si vous Quand auriez même, envie de le faire, quoi. Tu vois, quand alors même. bien sûr, dans les 18 000, il y a forcément des milliers de notes, bon, dont j'ai plus vraiment besoin, que je pourrais nettoyer, hein, c'est clair. Hein, mais c'est tellement une partie de mon histoire maintenant que bon. Voilà, tant qu'ils vont rester, je pense que je suis là avec eux, quoi. Ouais, la minute que tu trouves ton équilibre avec une application, puis qu'après ça, tu as, tout ton processus qui est fait, qui est développé, tes habitudes, tu as raison. Pourquoi changer? Il y a peut-être des illuminés comme nous qui m'ont essayé tout le temps plein de trucs et on est plus amoureux d'apprendre une nouvelle application que de l'utiliser parfois. Alors oui, effectivement, je te suis totalement. Là, par contre, tout ce qui est problématique de stockage, peut-être que tu as trop de notes. Un jour, tu feras le ménage, j'imagine. Ouais, enfin, ou pas, parce que j'ai pas besoin Ouais, de faire le ménage, hein. Je suis largement en dessous du quota mensuel d'upload. De toute façon, moi, c'est à 95%, c'est de l'information texte, hein, que j'upload, donc c'est peanut. De temps en temps, j'y colle une photo, enfin voilà, mais c'est à peu près tout, hein. Donc, mais oui, il y a une époque, et ça reste encore vrai maintenant, où j'aime bien me précipiter sur le dernier shiny gadget qui vient de sortir. Mais là, ça a pris une telle importance dans ouais, l'organisation de mon information que, ou alors il faudra vraiment que le truc, soit que Evernote se casse la gueule, ou que ça soit truffé de bugs, ou alors qu'il y ait Apple Note là, qui se développe tellement que ça fasse le boulot. Moi, mais c'est peut-être parce que aussi que je connais pas bien Notes de Apple, mais pour moi, le Note, il est trop basique. Alors, il me va très bien parce que je m'en sers comme un mode, un super post-it, quoi. Mais honnêtement, je me vois pas tout faire dans Note, hein. Mais visiblement, c'est faisable, puisque tu le fais, c'est ça, toi, Guillaume? Toi, tu as tout passé sur Note, c'est ton centre principal? Ouais, j'ai le sentiment qu'Emma et moi, on est ravis parce que les fonctions, alors c'est vrai qu'elles étaient limitées pendant longtemps et depuis ces dernières versions, depuis les dernières mises à jour d'iOS, on a quand même une version d'Apple Note qui est performante. Aujourd'hui, on peut faire un truc qui peut-être nous frustrait pendant un temps, je pense, Emma et moi, tu diras ce que tu en penses, mais simplement le fait d'avoir un dossier partagé à deux Ah ouais. utilisateurs, ça paraît débile, mais ça a mis un moment avant d'arriver et ce type de fonction, elle est présente. L'édition en live aussi, partagée d'une note, même si elle n'est pas
aussi bluffante qu'un Google Doc, hein, par exemple. Mais rien que ça, c'est des arguments qui, pour moi, montrent que Evernote n'est pas allé aussi vite. Bon, ouais, j'appelais de tous mes voeux le fait qu'Evernote, un jour, nous permette d'éditer une note C'est de ça. manière un peu collaborative et visuelle, quoi. Ça n'a Mmh. jamais été trop le cas. Bah, ils ont essayé de faire le move, de passer, business, mais alors là, c'est pour le coup que la partie business, ils sont complètement bananés avec ça et ça a jamais marché, hein. Je sais même pas si ça existe encore ou peut-être si ça existe, c'est plus pour gérer des petites équipes et cetera là, mais et puis moi, ça m'est arrivé parfois de partager des carnets, mais très peu et alors est-ce que c'est parce que pour revenir là au thème sur le GTD, est-ce que c'est parce que GTD finalement c'est pas aussi répandu que ça aurait pu ou dû? Je sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'à une époque, quand je travaillais encore chez L'Oréal à Montréal, dans le dernier job que j'ai eu avant de rentrer en France, j'avais un tel influx, d'informations, de choses à gérer que si j'avais pas découvert GTD, mais je pense honnêtement, je serais tombé dingue, hein, parce que, j'avais vraiment besoin de quelque chose d'organisé, la manière dont je travaillais pour gérer un peu les priorités. Et j'irai pas jusqu'à dire que GTD m'a sauvé la vie, mais en tout cas, ça a sauvé la manière dont je m'organise. Et régulièrement, on me dit: «Mais putain, mais comment tu fais pour faire tout ça sur la chaîne guitare? Tu pas, tati tata et tati tata». Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la chaîne guitare, c'est un projet qui me fait kiffer, donc quand tu travailles dans ta passion, tu as toujours un réservoir infini de passion. Mais néanmoins, enfin, j'ai régulièrement ce feedback que voilà, je fais beaucoup de choses. Est-ce que tu dors, et cetera? Alors oui, je dors, je le confirme. Pas autant que je devrais, sans doute, mais j'arrive pas à dormir, beaucoup. Alors est-ce que c'est parce que je suis très, très organisé que je fais tout ça? J'aime à penser que oui. Je pense qu'il y a forcément des pertes d'énergie, des choses d'organisation. Après, quand tu bosses, moi, je suis tout seul sur la chaîne guitare à 95 pour pas dire 99, je fais tout seul. Je sous-traite, tu vois, la partie design, le logo, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Le template WordPress, je l'ai fait développer par quelqu'un, voilà, mais c'est mineur. Donc du coup, je fais tout du sol au plafond, quoi, en gros. Donc étant tout seul, est-ce que c'est parce que je suis tout seul, j'arrive mieux à m'organiser? Pas forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, je peux avoir beaucoup d'interactions avec des choses à l'extérieur, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si j'avais pas cette gestion de to-do list, papier, crayon, Evernote et puis voilà, même les reminders à l'intérieur de Google. Moi, je me sers beaucoup c'est dans Gmail, ils avaient racheté Boomerang, je crois, ou je sais pas quoi, enfin, la fonctionnalité qui permet de dire, OK, remontre-moi ce email dans une semaine, dans 2 mois. Ça, je me sers beaucoup de ça aussi. C'est un petit truc, mais qui fonctionne très bien aussi. Est-ce qu'on pourrait juste rappeler les fondamentaux de GTD si tu l'utilises encore? J'imagine que tu pourrais nous en parler. Surtout, peut-être attirer notre attention sur les éléments qui sont pour toi les plus importants, je pense. Ça serait intéressant. Hmm. Putain, ça, c'est la question à 100 C'est 000 $. C'est la question un peu piège, là, mais c'est parce que l'interro surprise. C'est c'est bon C'est ça. l'interro du soir. l'interro J'adore. surprise. Alors, ouais, alors je vais essayer de le résumer pour moi ce que c'est GTD. Alors, le Voilà. premier chose, il y a un truc, une expression qui revient beaucoup dans le bouquin c'est David Allen, hein, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. le grand pape de GTD, c'est Ouais. mind like water. Et le fait d'avoir un esprit comme de l'eau, donc non pas que tu n'as rien qui se passe dans le citron, mais que dès que tu as une idée qui t'arrive, ben, tu la notes, tu la mets dans un coin, Voilà. éventuellement tu retravailles dessus, mais tu n'as pas comment on appelle ça, une open loop. C'est aussi une expression qu'il utilise beaucoup. Et ça, des open loop, ça nous mange le cerveau en permanence. Et donc c'est un des trucs vraiment de base, c'est de noter et de noter un bon endroit, puis d'avoir un système où on est capable de retrouver l'information. Donc ça peut être papier-crayon, ça peut être un bon vieux gestionnaire de to-do. Moi, j'utilise beaucoup Evernote, tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre principe? Il y a un principe que j'aime bien aussi, c'est le côté d'avoir des choses, le terme même de actionable, je ne sais même pas si ça existe en français, mais c'est très vrai en tant qu'entrepreneur. Il y a parfois des choses sur lesquelles on peut agir, qui sont des choses qui sont actionnables, et d'autres qui ne sont pas actionnables. Et ça ne sert à rien de se faire du mouron pour des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, puisque C'est ça. on n'a aucune prise dessus, quoi. Voilà, par définition. Non, mais il y a des tas de gens, hein, qui se font du mouron. Ouais. Pour le temps qu'il Ouais. fait, ou je sais pas quoi, ou pour le Covid et compagnie. Bah, honnêtement, moi, ma prise sur le Covid, sans déconner, je vais pas vous mentir, hein, mais elle est pas très élevée, quoi, si tu veux. Donc,
Je peux pas faire grand-chose pour ça, donc ça sert à rien. Alors après, il y a une question d'attitude personnelle, hein, bien sûr, hein, mais il y a aussi le truc, ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ça, etc. Si ça, tu le notes pas, que tu te mets pas un reminder, mais t'es mort tout de suite. Enfin, en tout cas, ça diminue de beaucoup la productivité que tu peux avoir. Donc, j'ai parlé de la prise de notes, de tout Tout les de choses qui l'idou. sont actionnables, ouais. La next step aussi, ça j'aime beaucoup quand je crée une liste de choses à faire. C'est OK, bon bah tiens, voilà, faut que je m'organise pour le prochain salon que je vais aller ou la prochaine, je sais pas quoi, le truc que je veux faire aussi au showroom. OK, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Next step. C'est pas juste, OK, faut que je mette en place tel projet, mais c'est Concret. quoi concrètement, voilà, qu'est-ce Ouais. que c'est la prochaine étape? Donc, euh, ouais, ça serait ces 3-4 étapes là, ces 3-4 points pour moi qui sont centraux. J'aime bien aussi, c'est toi qui nous l'avais appris à l'époque. Si ça peut se faire en quelques secondes, fais-le tout de suite. Le Hmm. note pas dans une tâche. Bousille pas ton processus au complet en surchargeant de petites tâches qui peuvent être faites. Ça, j'avais beaucoup aimé ça. Tu avais parlé aussi de déléguer. Tu en as parlé rapidement, hein. Il y a des choses que tu fais faire, toi, pour ton site. Il y a des choses que tu fais toi-même. Ça, c'est un peu. Je me rappelle beaucoup de la matrice d'Eisenhower, tu sais, où on dit est-ce que c'est important, urgent, urgent, Hmm. pas important ou pas important, pas urgent. Alors là, tu sais, ça fait partie de ce principe-là où dans tes tâches, ben, tu peux en éliminer. Mais c'est vraiment un processus que tu as mis en place. On peut le suivre à la lettre, hein. Il y a l'histoire des 52 fichiers, folders, je pense que tu peux te mettre. Ouais, ça j'ai Euh, jamais fait, tu vois, par exemple. Ouais. C'est sûr que dans toutes ces méthodes-là, il y a des éléments qui sont très, très, très puristes. Et puis tu Hmm. fais, ouais, là, est-ce qu'on peut prendre l'essentiel, l'essence même de GTD, puis après ça, on va Oui, l'adapter après, à soi, c'est ça? faut adapter. Alors, je sais pas Ouais. si ça fait typiquement partie de GTD, mais le fait d'avoir un inbox zéro ou en tout cas d'essayer de s'en rapprocher. Moi, c'est quelque chose que je fais sans arrêt. Et comme ce que tu viens de dire, Matt, si je reçois un email, j'essaie de pas relire plusieurs fois un email. Alors, je confesse que j'y arrive pas toujours, mais il y a des fois, quand je me dis, OK, tiens, je fais un email, je passe au travers de mes mails, je les regarde. S'il y a un truc que je peux répondre tout de suite, je réponds tout de suite, mais hop, je passe pas au suivant, quoi, des choses comme ça. Et ça, je pense que faut jamais oublier, c'est une phrase que j'avais entendue, je sais pas trop où, mais que ton inbox, c'est la to-do de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je vous l'avais sorti en Oui. 2013, mais Et, en tout et, et, cas, c'est plus que jamais, c'est vrai, quoi. et je la sors absolument à plein de monde. Et Elle est pas de moi, rarement je hein, dis que ça mais... vient de pas. OK, c'est bon, au moins, elle n'est pas de toi. Non, non, elle est pas de moi. Je l'avais entendu de je sais pas trop d'où, là, mais c'est... Toutes ces années où l'entourage de Matt a entendu que ça venait de Pierre Journel, cette phrase. Je Il f m'excuse, voilà, mais c'est pas moi qui réclame la paternité de cette phrase. Donc oui, le fait de gérer les choses quand on peut le faire, ouais, moi je suis terrifié hein, quand je vois parfois tu sais, tu passes la tête au-dessus de l'épaule de quelqu'un, puis tu vois, parce que je l'ai eu aussi à une époque, hein, dans mes emails, à l'époque où je travaillais chez L'Oréal, je pouvais recevoir 50, 100 emails par jour, donc forcément, mon inbox, j'avais un peu de mal à faire le inbox zéro, mais quand tu vois des gens dont c'est devenu le système, tu vois, tu te dis, bah ouais, mais c'est juste pas possible. Et moi, il y a un truc que je fais, mais tout le temps, c'est que justement parce que ma inbox est la to-do de quelqu'un d'autre, j'essaye, sauf urgence, de jamais ouvrir mes emails le matin, par exemple. Voilà. Je n'ouvre pas mes emails. J'ai évidemment désactivé toutes les notifications, parce que les notifications, c'est le mal. Hein, on est bien d'accord avec ça, quoi. Moi, les seules notifications que j'ai sur mon téléphone, c'est SMS, téléphone, et puis les alertes dessous. Voilà, quand quelqu'un s'abonne à la chaîne Guitare, PayPal et Stripe, quoi, c'est tout là. Mais sinon, tout le reste, faut supprimer, quoi. Ouais, Donc, comment on vivait avant? Comment on vivait avant? ben voilà, exactement. Voilà. On vivait avant, on réussissait sans ces notifications-là. Maintenant, Mm. bon, c'est sûr que ça améliore notre vie, ça améliore notre quotidien, mais c'est vrai, je suis comme toi, il n'y a pas de notifications qui sont allumées sur mon téléphone. Et par contre, ça a un effet pervers. L'effet suivant, c'est-à-dire que des fois, je fais attention, hein, je me soigne.
Je retourne souvent voir Ah si bah j'ai reçu pareil. quelque chose. Ah Là, ouais, l'autre côté de la médaille où tu dis, mais attends, mais là, ça fait une demi-heure que tu fous rien, tu es juste en train de vérifier que tu rien oublié. c'est Et ça. l'autre truc que je fais aussi pour le mail, que je pense c'est un bon truc, alors peut-être que je l'ai inventé avec mes petits neurones, je sais pas, mais il y a des fois, tu es en train de faire un truc, et tu sais que si tu regardes, si tu ouvres ton Gmail, tu es foutu parce que tu vas y passer 2 heures, mais tu as besoin d'envoyer un email. Donc moi, j'ai dans mes shortcuts, dans mes raccourcis, excuse-moi Matt, dans mes raccourcis de mon navigateur, un onglet où il y a marqué, je sais pas, new mail ou je sais pas quoi, ou Qu'est-ce inbox. Et que quand c'est je clique génial dessus, ça! C'est quand je clique génial. dessus, ça m'ouvre une fenêtre Gmail vierge. Donc après, je mets mon destinataire, tac tac, j'envoie et voilà. J'ai même pas regardé l'inbox, quoi, tu vois. Oh, ça, c'est proprement génial. Je pense que je vais me Merci. l'installer parce que je me fais effectivement souvent avoir. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on a un client lourd comme moi, c'est plus compliqué de se créer un raccourci. Ah Mais ouais, c'est vrai si que t'es un client lourd, là, moi, je vis que dans le web pour Gmail. Et là, donc là, le jour où j'ai eu l'idée de faire ça, enfin, honnêtement, j'ai gagné, je pense, pas mal de temps parce que, enfin, ça arrive hyper souvent. Tu te dis, ah ouais, ah mince, j'ai oublié d'envoyer ce mail ou tiens, je viens d'avoir l'idée, j'envoie le mail tout de suite. Mais surtout, tu veux pas tomber dans le travers de te coltiner ta gestion d'email si c'est pas le moment, si t'as pas le temps de le faire, quoi. Mais c'est hyper humain de voir, ah, t'as tous les trucs en gras, il y a peut-être des choses un peu viandeux là-dedans que t'as envie de regarder, si quoi. t'aurais Mais qu'il y ait une c'est pareil. promo à ne pas rater, Exactement. de moins 50% sur quelque chose dont tu n'as pas besoin, ce serait complètement génial. Et en fait, ce qui est très rigolo, qu'on puisse parler ensemble de Getting Things Done, de productivité ensemble, Pierre, c'est que moi, je me resitue, en 2013 un petit peu, donc j'ai pas tous mes souvenirs bien, bien clairs, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, j'avais vraiment, j'étais en pleine période de noyade d'informations. J'étais papa depuis une bonne grosse année et je sentais qu'à la fois dans ma vie pro, à la fois dans ma vie perso sur laquelle j'essayais de développer des activités semi-pro et à titre personnel, je commençais à être noyé. Donc cette image de l'esprit comme la surface de l'eau me parle vraiment beaucoup parce que à l'époque, ce qu'on a fait dans Relife avec Madge, tu parlais tout à l'heure de sauver la vie. Je pense que c'est des formules qui sont un peu fortes. Malgré tout, je pense que ça m'a façonné, ça m'a aidé à m'organiser de manière complètement dingue et ça a vraiment changé mon quotidien. Et ce qui est rigolo paradoxalement, et là je veux bien ton retour à toi Matt et surtout ton avis aussi à toi Pierre, c'est que j'ai le sentiment que j'en suis beaucoup revenu de ces méthodes d'organisation. Alors non pas parce que je les applique plus et parce que c'est le bordel, loin de là, mais j'ai pris un recul encore supplémentaire par rapport à l'information. Ce réflexe de ne plus avoir la boîte mail par défaut le matin, c'est vraiment quelque chose que j'ai maintenant dans ma vie au quotidien. Mais j'en suis même revenu des to-do list. C'est un petit peu ce que je disais dans les derniers épisodes de Relife, c'est que je faisais des to-do list pour tout et n'importe quoi. Mm. J'avais un travers que peut-être beaucoup d'auditeurs de Relife ou beaucoup de personnes qui essaient de s'organiser ont. Et moi, j'ai finalement pris beaucoup de recul. Donc, j'en suis venu à quelque chose que je pense être une maturité des méthodes d'organisation et de productivité, qui sont de prendre tout cela avec beaucoup de pincettes et de pas forcément avoir la meilleure organisation possible, le meilleur outil possible, mais aussi d'avoir quelque chose dans lequel je me sente finalement bien. Matt, déjà, juste, est-ce que toi, tu as ce même sentiment de ton côté? Les listes, j'arrive pas à me dompter, mais il y a des fois des listes. Je me soigne, hein, je fais attention. Mais toutefois, les listes, c'est vrai, j'ai tendance des fois à faire plein de listes. Alors ça va être une liste pour tel projet, ça va être une liste pour un autre projet, ça va être... Puis j'ai aussi une autre tendance qui est vraiment mauvaise, c'est-à-dire de classer. Vous pouvez pas perdre plus de temps que classer Ah, les c'est documents. horrible. La meilleure méthode, je trouve, c'est Evernote qui est arrivé avec ça. C'est on fout tout à un endroit, on utilise le moteur de recherche, puis ça finit là. Mhm. Alors, j'ai deux travers. Par rapport aux méthodologies, de faire trop de listes et de trop classer. Alors, j'utilise de plus en plus les moteurs. J'ai toujours utilisé les moteurs de recherche, mais j'essaie de me soigner, là. Alors, oui, j'en suis revenu. J'essaie aussi de mettre de l'eau dans mon vin, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle méthodologie, je fais waouh, c'est celle-là, c'est la meilleure, les autres, c'est de la merde. Mais non, 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 je vieillis et je fais attention par rapport à ça. Alors oui, je suis comme toi, j'en reviens, mais des fois j'ai des travers et ça repart de plus belle. Mais j'avoue que de rester dans un outil, même que
de rester dans mon écosystème Apple versus essayer tout le temps d'autres applications. Je le fais, mais je balance pas tout à chaque fois dedans. Je l'essaye, après ça, je ferme, j'annule mon abonnement, mais je reste dans mon écosystème. Et puis peut-être que je perds des trucs, effectivement. Peut-être que je perds des nouvelles fonctionnalités, des choses qui pourraient m'aider, mais comme Pierre, j'aime ça être fonctionnel dans mes trucs, puis rester. C'est pas une question d'habitude, c'est que à un moment donné, ça va bien. Ça va bien. Si c'est pas brisé, je cherche pas à le réparer. Si jamais il y a Ouais. des personnes qui nous écoutent, qui ont ce même travers de créer des listes pour tout et n'importe quoi, ça peut être intéressant de se baser quand même sur des outils. Moi, c'est en ça que m'a aidé Notion, c'est qu'il y a plein de choses que je traitais avant sous forme de listes, donc pas forcément des listes de choses à faire, mais des listes tout court. Et je trouve que cette espèce de base de référence, c'est pas l'outil parfait, il y en a sans doute plein d'autres, mais ça m'a beaucoup aidé. De ton côté, Pierre, justement, comment tu vois les choses, justement, par rapport à ton évolution sur les méthodes de productivité? Tu es resté très droit dans les méthodes GTD? Non, parce que, il y a dans la méthode GTD officielle, il y a cette fameuse weekly review là, tous les vendredis où Ouais. tu passes, en revue tout ça. Honnêtement, moi j'ai essayé pendant une époque alors ça marchait dans mon boulot professionnel parce qu'effectivement ça permettait de fermer les open loop et de dépiler un petit peu tout ça. Aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout quelque chose que j'ai intégré, quoi. Donc, les listes, oui, j'ai eu une période où j'en faisais beaucoup. Maintenant, j'ai une liste, voilà. Et puis, elle me sert à la fois de reminder qui revient de temps en temps ou pour pas Ouais. oublier les trucs, voilà, que j'ai vraiment les choses qui sont datées. Et sinon, par contre, ce que je fais tout le temps, c'est dès qu'il y a, alors que ça soit une interview, un projet, un déplacement organisé, un truc que j'organise, une masterclass, n'importe quoi. Là, il y a toujours une fiche projet à l'intérieur de Evernote, donc alors qui a une structure qui est assez basique, hein, mais où à l'intérieur de la note Evernote, il y a la première section, il y a une sorte d'historique de la note, quand est-ce qu'elle a été créée, les étapes. Il peut y avoir deux, trois to-do, mais des trucs assez basiques. Et puis après, ça peut être un morceau de texte, par exemple, d'un email que je vais envoyer à chaque fois, des choses comme ça, ou peut-être un petit bout de fichier Excel à l'intérieur. Enfin, donc c'est très, j'allais dire, c'est très organique. C'est pas organique puisque c'est numérique, mais en tout cas, il n'y a pas de structure C'est pas hyper structuré, ouais, rigide, c'est quoi. ça. Il y a une structure, mais elle est assez loose quand même, la structure. Tu vois, c'est pas, oh mince, j'ai oublié de rentrer, voilà, mon un next step. Oh là là, vilain garçon, tu vas mourir. Et Cette note David ne Allen va venir. s'enregistre pas. C'est ça, Voilà. cette note ne s'enregistre pas si vous avez complété tous les champs. Voilà, parce je sais qu'au début d'Evernote, il y a même des gens qui avaient lancé des trucs de template, etc. Enfin Ouais, bon, qui Ouais. voulaient mettre des choses par-dessus. Voilà, c'est toujours pareil. Quand tu as un nouvel outil qui arrive, tu as envie de greffer plein de choses dessus. Donc moi, j'en suis revenu dans le sens où il y a sûrement des choses, peut-être ça serait plus efficace de les gérer avec les listes, mais je ne le gère pas avec des listes. Et bon, voilà, hein, j'ai une liste un peu principale, et puis après, tout le reste, je le gère avec Evernote. Et je ben, pense que c'est important de faire le tri. Alors, faut pas faire le tri, puis garder tous les mauvais côtés de la nouvelle méthode, puis garder ses anciens travers, sinon on n'avance jamais. Mais je pense faut pas être plus royaliste que le roi, et puis ne pas hésiter. Il faut adapter à son système, et puis être confortable avec le système. Et après, si on voit qu'après avoir fait un changement, ça marche pas, bah, c'est que c'était pas bon, quoi. Faut changer, hein. Faut pas se priver de changer. Mais des gestionnaires de to-do à une époque, à chaque fois, il y en avait un, tous les 6 mois, il y en avait un nouveau qui sortait, qui était plus sexy, qui c'était, ah voilà, fallait absolument l'installer. Bon, j'ai tout de Lidou là que j'utilise depuis 10 ans maintenant. Voilà, vous en aviez jamais entendu parler. Enfin, il n'a rien de très très sexy, hein. Oui, est-ce que mais tu as il la. est Est-ce que. efficace peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, encore une fois, hein, si ça va bien pour toi, continue avec ça. Euh, Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette méthodologie-là d'implanter depuis L'Oréal lorsque tu travaillais en mode ben, pour une personne, pour quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi est-ce que ça aurait mieux fonctionné pour la chaîne guitare ou c'est grâce à cette méthodologie-là et les éléments que tu avais mis en place à l'époque de L'Oréal qui t'ont permis d'avancer dans la chaîne guitare? Autrement dit, ta structure a-t-elle été un point décisif pour continuer la chaîne guitare? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, puis qu'après quelques années, ils arrêtent, ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Mhm. Il y a d'une part la persévérance, on comprend. Il y a d'une part, à un moment donné, là, une question de chance d'être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Puis aussi, ben, ta méthodologie de travail. Est-ce que tu penses que ta méthodologie de travail, ça a été l'axe gagnant pour la chaîne guitare?
Ça, c'est une Bah, super belle question, ça. ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'ai découvert GTD, je sais même pas, tiens, d'ailleurs, quand est-ce, par où, par quel biais j'en ai entendu parler, j'en sais rien. Sans doute un truc via Twitter ou j'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est que, et c'est aussi une des lignes fortes de GTD, c'est que ne pensez pas appliquer GTD uniquement dans votre boulot et puis en tirer la substantifique moelle. Il faut que ça soit tout votre organisation. Sinon, ça marche pas parce que tu as pas de Ouais. cerveau, tu as qu'un seul cerveau. Je pense que c'est aussi une des idées assez fortes. Et le jour où tu réalises ça, tu dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais qu'un seul cerveau, quoi. Et donc du coup, même si 80% de ton temps éveillé, tu le passes à ton boulot, donc du coup, l'essentiel de ton énergie passe là, il y a tout le reste, tes projets perso, hobbies, femmes, enfants, machin, machin, l'administratif que tu dois te coltiner, que tu peux aussi, qu'il faut aussi passer à cette moulinette-là. Donc je pense que le fait d'avoir fait ce changement-là qui s'est fait petit à petit, parce que je ne suis pas passé comme ça du jour au lendemain, oui, ça a été très, très bénéfique dans le passage que j'ai fait par la suite dans la vie d'entrepreneur. Mais enfin, oui, la réponse est oui. Par contre, là où le changement est beaucoup plus fort, c'est quand tu passes de la vie de salarié à la vie d'entrepreneur. Mais là, c'est un tout autre débat, quoi. J'aurais envie, Pierre, presque pour, aller vers une conclusion de notre échange, ensemble tous les 3 ce soir pour cette 100e de Relife, essayer de te poser la question, que j'appellerais la question Biff Tannen. Donc c'est la question, qui ressemble Excellent. à la démarche du Biff Tannen de Retour vers le futur 2, qui remonte dans le passé, qui dépose l'almanach des sports, qui fait que Biff Tannen, dans une réalité alternative, a eu un succès, incroyable. Si tu pouvais revenir 8 ans en arrière, si tu pouvais revenir à l'époque du premier épisode de Relive, si tu pouvais remonter dans le temps et que tu pouvais te transmettre une info, peut-être, va savoir, un objet, mais peut-être plus une idée qui pourrait éventuellement changer, accélérer les choses, t'aider, qui ferait part d'un accomplissement que tu aurais aujourd'hui, ce serait quoi? Euh, C'est un peu l'interro surprise ce soir, hein. Attention. je dirais d'aller plus vite en fait quoi, parce que et en plus, mais je sais même pas si c'est possible, mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, on a l'impression que on a beaucoup de temps et en fait, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Alors, c'est une grande phrase comme ça qui veut pas forcément dire grand-chose, quoi. Mais en fait, finalement, les choses vont très vite et il vaut mieux. Enfin, c'est quoi done is better than perfect. Voilà, il vaut Ouais. mieux faire les choses et avancer, éventuellement se planter, recommencer. Donc là, on parle plus un peu de méthode agile, ce genre de choses qui sont aussi super intéressantes. Et il vaut mieux itérer ça aussi. Alors, on n'est pas tout à fait dans la sphère GTD, mais en tout cas, tester, se lancer, faire des choses. Donc, je me dirais, écoute, petit, là, vas-y, suis peut-être encore plus ton intuition, tu vois. S'il y a quelque chose que j'ai appris beaucoup depuis que je suis à 100% sur ce projet entrepreneurial, c'est effectivement ça, de plus me fier encore à l'intuition et peut-être un peu moins sur mon côté hyper cartésien, Ouais. ingénieur, 25 ans d'expérience dans le monde du corporate, où là tu réfléchis avec des spaghettis Excel, tu vois, avec des trucs comme ça, alors que finalement ton gut feeling, bah faut parfois un peu te méfier, ta première impression, mais très souvent elle est quand même drôlement bonne et ça m'est arrivé des fois d'aller à l'encontre de ma première impression et ça a toujours été une erreur, quoi. Donc voilà, je dirais petit scarabée, fie-toi plus à ton intuition. Se fier à l'intuition, puis j'entends aussi être en mouvement. Ouais, Ça dénote quelque chose. Je trouve que c'est super important, ça, d'être en mouvement. L'importance, tu dis d'aller vite, c'est pas forcément d'aller. En tout cas, moi, je le perçois pas une question de vitesse, c'est une question de pas arrêter, mmh, de continuer d'avancer. Fait que, ouais, moi, je te rejoins vraiment si je pouvais me le dire assis, si Biff m'a envoyé l'almanach. C'est ce que je me dirais aussi, d'être en mouvement. C'est vraiment super, super important. De là à dire que se fier tout le temps à sa première impression, il y a des biais, il y a des choses comme ça qui rentrent en bien ligne de sûr. compte, il faut faire attention. Mais non, je trouve que c'est tellement, tellement juste ce que tu viens de dire.
En conclusion, Pierre, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous souligner sur, alors sur toi, sur la chaîne guitare, sur, la productivité en général, sur, l'entrepreneuriat? Et hésite pas, profite de cet espace de conclusion sur notre échange. Tu auras l'occasion évidemment de nous dire à la fin de l'émission où est-ce qu'on peut te retrouver, mais d'un point de vue, réflexion, sur, les individus et sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre? Ce que je transmettrais, c'est que, enfin, moi, la vie entrepreneuriale, elle me comble et elle me convient, complètement. Mais c'est un vrai changement culturel, voire un choc culturel. C'est peut-être même encore plus vrai pour nous. Enfin, si j'étais, je suis persuadé que si j'avais pas vécu 10 ans au Québec, j'aurais jamais fait le saut que j'ai fait dans le monde entrepreneurial, quoi. Parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là, voilà, de se monter en business. Moi, je me rappelle encore quand, donc, en 2012, j'ai annoncé que je faisais une rupture conventionnelle de CDI dans mon précédent job. Tout le monde m'a regardé avec des yeux comme ça: «Non mais attends, tu vas pas faire ça, t'es con», enfin tu vois? Et du coup tu réfléchis, tu dis: «Bah oui, mais oui, ouais, est-ce que vraiment je suis con ou quoi?» Bon alors je l'ai quand même fait et alors Alors je c'est pense que c'est con. un mélange un peu de d'inconscience et de courage, C'est hein. C'est ça, ouais. sans doute, le mélange des 2 qui fait que tu te lances et que tu fais avancer les choses. Et ce qui est sûr, c'est que mon pouvoir d'achat 2021 est, je pense, pas mal moins élevé que ce qui pouvait être en 2012. Par contre, ma vie est infiniment plus riche, quoi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Donc, moi, je regrette absolument pas ce move-là. Euh, Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je parlais du puits infini d'énergie qu'on se trouve, mais je pense que enfin, vous avez même pas idée aussi. Peut-être vous avez idée. Je sais que Guillaume, tu es de plus en plus en train de passer dans le podcast plutôt que dans un travail de salarié. Alors, c'est pas pour cracher contre le travail de salarié, parce que moi, les 20 ans que j'ai eu dans le monde du corporate, je me suis éclaté. J'ai mené des projets super intéressants. Ça m'a permis de m'expatrier. J'ai fait plein de trucs. Je renie absolument pas ni mon diplôme d'ingénieur, ni le MBA que j'ai fait au HEC à Montréal. Enfin, tu vois, c'était tout plein d'aventures incroyables, quoi. Mais avec le recul, je regarde en arrière, je me dis, ah ouais, ça c'est quand même assez cool comme évolution. Enfin, après, ce qui est clair, c'est que c'est pas pour tout le monde. Et on a parfois, le message que je pourrais passer aussi, c'est qu'on a parfois une vision un peu Ouais. romantique de la start-up ou de l'entrepreneur. Ah, ouh, il lance un business et puis hop, je me peux faire acheter pour what milliard et roule ma poule. Encore une fois, moi, je suis pas du tout romantique par rapport à ça. Ça a été, enfin, je gagne beaucoup moins ma vie maintenant qu'il y a 10 ans. Ça y a aucun doute là-dessus. Par contre, enfin voilà, je m'éclate dans ce que je fais et ça a pas de prix ou plutôt si, ça a le prix justement de passer d'un salaire où j'étais, très bien payé à ce que je fais, maintenant. Mais il y a une formule, je pense que c'était Daniel Pénin qui a dit ça dans un bouquin et j'adore cette formule et je la ressors à tour de bras. C'est dans mon précédent boulot, j'étais très bien payé pour ce que je faisais, mais pas assez pour ce que je me faisais chier. Et voilà. Et je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là et qui pensent, ah bah ouais, mais c'est pas pour moi, moi je fais pas de guitare, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Et moi, il y a quelqu'un qui a été très important un peu dans l'évolution que j'ai pu avoir en tant qu'entrepreneur, c'est Gary Vaynerchuk, qui a un nom imprononçable. Gary Moi, Vee! Gary Vee, voilà, j'ai acheté tous ses bouquins et en particulier le premier qui s'appelle Crush It, Cash In on Your Passion. Et là, pour moi, ça a été quasiment une révélation, quoi. Et donc, lui, en le lisant, en l'écoutant, puis il est ultra présent partout sur tous les réseaux, il vous explique, bah voilà, que oui, si, vous pouvez le faire. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être un boulot de taré. Et je confirme, c'est un boulot de taré. Mais par contre, au niveau épanouissement et même développement business, parce que je pense que même si moi je travaille dans le domaine de la guitare, dans le domaine de la musique, j'essaye bien sûr de garder mon âme d'enfant, d'amoureux de la guitare, de l'amoureux de la musique, mais je suis ruthless, comme on dit en anglais, sur la manière dont j'essaie de gérer le business, quoi. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche, parce que si l'entreprise ne tourne pas, eh ben, ça s'arrête, et puis je retourne dans un boulot de salarié, quoi. Donc, faut pas avoir cette idée, enfin voilà, un peu romantique, et ça fait aussi partie de l'apprentissage qu'il faut faire. Matt, est-ce que tu as une ultime question, ou une ultime remarque peut-être à faire à Pierre à Ben, ce j'allais sujet? demander, j'allais demander
une note d'inspiration, je pense que là, c'est tout fait. C'est absolument tout fait. C'est un 10 sur 10. Félicitations, Pierre. C'est vrai qu'on a une tendance à, j'allais dire, comme le terme me vient pas, mais on a une certaine tendance, et surtout avec les startups, la tech, et ainsi de suite, à dire que on devrait tous être une entreprise, on devrait. Et je pense que c'est la ubérisation de tout ça. Là. Tu sais, tout le monde a sa propre entreprise, tout le monde fait. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. L'important, c'est que ben, vous remplissiez ce que vous avez à remplir pour vous. Si vous êtes heureux comme ça en tant que salarié, tant mieux, tant mieux. Ça ne Exactement. veut pas nécessairement dire que vous allez rater votre vie en voyant un Pierre Journel qui est très, très heureux. Découvrez vous, et je pense que c'est ça l'important, c'est de se connaître et d'apprendre à se connaître. Ça prend une vie, hein, des fois. Mais Il y a- oui, je suis d'accord avec toi, Pierre. Tout le monde n'est pas fait pour ça. on a un président de la République très, très axé Startup Nation en France avec Emmanuel Macron. Mais moi, il y a quand même un truc que je retiens là-dedans aussi, c'est que, et c'est une dimension que je n'avais pas identifiée, tu vois, au début de Relife, mais quand on avait fait nos premiers épisodes maths, mais je me rends compte aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément que ne pas être salarié. Pour plein d'aspects, c'est que déjà, on peut créer des choses en dehors. Je Voilà. pense que tous les Ouais, trois, on a carrément. créé des choses en dehors de notre salariat et ça peut avoir un équilibre vraiment satisfaisant. Et il y a aussi un état d'esprit que moi j'ai mis très longtemps à avoir, c'est l'esprit d'entrepreneur en tant que salarié. Et je pense qu'une boîte, quand elle te Mm. recrute aujourd'hui, elle a absolument pas envie. Ça dépend des boîtes, ça dépend des métiers, mais elle n'a absolument pas envie que tu sois un robot qui exécute une tâche bêtement tous les jours. Elle a envie de ton esprit d'initiative, elle a envie que tu crées des choses dans la boîte, elle a envie que tu fasses preuve d'initiative. Et c'est aussi cet état d'esprit qu'il faut avoir, même si on reste salarié. Donc finalement, soyons tous entrepreneurs autant qu'on est. Je pense que ce sera peut-être la belle proposition qu'on peut faire à vos auditeurs. Alors, ouais, enfin, si je peux me permettre une petite parenthèse là-dessus, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Moi, je suis resté 10 ans chez L'Oréal. Je suis rentré chez L'Oréal au Canada, donc j'ai pas été un expatrié qui a été envoyé là-bas. Et j'y suis resté 10 ans parce que la boîte me convenait à mort en termes de culture. Et je pense pas que c'était parce que c'était une boîte française, parce que 95% des employés de L'Oréal Canada étaient des Québécois, des Canadiens, si tu veux. Donc, c'était pas ça. Mais par contre, la culture d'entreprise me convenait complètement. C'était une sorte de joyeux bordel, un chaos. Alors, de l'extérieur, tu as un peu l'image très polissée, les belles pitounes, tout ça. Ouh, le côté super glamour qui y a un petit peu, mais c'est surtout dans la méthode d'organisation ou d'inorganisation, ce genre de chaos un petit peu plus ou moins contrôlé, qui fait qu'il y en a qui survivent et il y en a qui survivent pas, ou il y en a qui s'y éclatent et d'autres qui s'y éclatent pas. Et j'ai eu le contre-exemple juste derrière, en fait, une fois que qu'on est rentré en France, j'ai travaillé pour Heineken donc pendant 2 ans. Et la boîte hyper sympa, hein, tu travailles dans la bière. Alors, je suis passé de la beauté à la bière, bon, très bien. On Finalement, est-ce pourrait, si différent? voilà, c'est ça, on pourrait argumenter que la bière est un produit de beauté, n'est-ce pas? Mais par contre, la culture d'entreprise de Heineken m'a absolument pas convenu, quoi, tu vois. Et là, Oh. c'était pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire Mhm. sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des boîtes, et c'est le cas, je pense, en tout cas, de ce que j'ai connu chez L'Oréal au Canada, où ils pouvaient laisser, si tu avais la carrure pour prendre plus d'espace dans ton poste, ils te laissaient le faire. Chez Mhm. Heineken, putain, tu déplaçais d'un petit doigt, je peux te dire que ça C'est marchait vrai. pas du tout, hein. C'était une culture qui fonctionnait pas du tout comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a les cultures d'entreprise qui font aussi le contexte de travail. Absolument. Pierre, c'était hyper intéressant qu'on échange ensemble. On pourrait échanger des heures entières, mais, Mais on mais on a, continue, c'est bon, moi j'ai rien à faire. on a d'autres programmes aussi de notre côté prévus avec Matt. Donc malheureusement, on va pas pouvoir le faire, mais je doute pas qu'on n'attendra pas la 200e pour échanger ensemble. Et en tout cas, avec Matt, on voulait conclure cet épisode pour vous relayer des choses qui nous ont marqué depuis le premier épisode de notre podcast commun. Alors, il y a un côté un peu rétrospectif, mais surtout une sélection parce qu'on en a vécu des sessions d'enregistrement très diverses et variées avec des sujets très différents. J'ai l'impression que ça nous a façonné un petit peu à titre individuel. Matt, c'est quoi le top 3 des choses qui t'ont marqué dans le podcast qu'on a fait ensemble?
J'avoue qu'on a eu une période de changement de vie. À l'époque, on n'avait pas bien identifié ça au premier épisode avec toi, Pierre, mais Mm. après ça, on a eu beaucoup d'invités qui nous faisaient part de leur changement de vie. Et je me rappelle d'un épisode en particulier pour lequel tu avais interrogé un certain Youssef, une personne, un avocat, qui s'était complètement reconverti en clown. Mm. Et Waouh. pour aller dans les hôpitaux, pour aller aider les gens qui en ont besoin, pour donner le sourire. Un peu comme le film avec Robin Williams, hein, dont on parle, Patch Adams, des fois. Ben, ça, j'avoue que ça m'avait marqué. Tu avais fait ça dans le cadre, je pense, d'une assemblée indépendante à Harry Life, à Nip Life à l'époque. Mais ça, j'avoue que ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Euh, Ça, c'est certain, certain. Évidemment, il y a eu beaucoup de fou rire, il y a eu beaucoup d'imbroglio. Je dois t'avouer que l'amitié qu'on a depuis 8 ans à travers cette émission-là, alors pour ceux qui, vous le savez pas, hein, mais on s'est jamais vu en vrai. C'était la question que j'allais vous Jamais, poser. Vous êtes jamais vu en jamais, vrai encore? Non, D'accord. jamais vu en Vous voulez vrai. surtout pas vous voir, c'est ça? on s'évite à tout prix. Mais en On, fait, on- il y a l'Atlantique, je pense, qui joue aussi, hein, en partie. On est quand même séparés par un océan. Mais c'est marrant de voir à quel point enfin, je veux pas te prendre la parole, Matt, mais je- ce besoin qu'on peut avoir pour certaines personnes et certains profils de se voir physiquement pour avoir un certain niveau de relation. Alors, je le ressens pas avec toi, Matt. Je le ressens pas pour d'autres raisons avec Guillaume Poggiaspala, avec qui je fais Tech Café, avec qui on a aussi une relation un peu particulière. On s'est jamais rencontrés physiquement. Et presque parfois, je situe pas l'intensité de l'amitié de quelqu'un dans le fait de l'avoir vu physiquement. Mais je te laisse terminer, Matt. Non, effectivement. Et puis tu vois, dans cette période de confinement où il y en a plusieurs qui râlent, ouais, on est tout le temps en visioconférence, c'est pas ça la vie, je comprends pas, je peux pas évoluer là-dedans. Puis tu fais, ouais, mais c'est une normalité pour moi dans mes projets que j'ai depuis plusieurs années. J'imagine, toi, Pierre aussi, à travers la chaîne Guitare, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que tu as interrogées, beaucoup de liens que tu as, mais à travers de la visioconférence, je sais que tu t'en vas dans des forums, tu t'en vas dans certains événements, mais tu fais aussi maintenant des choses en live à travers certaines technologies, et puis c'est pas si pire. C'est sûr qu'il y a une relation particulière avec la musique. Il faut avoir, faut avoir le bon débit hein, quand tu fais de la musique, mais j'imagine que toi aussi, tu arrives à faire des choses en virtuel pareil. Bah, pré-pandémie, ça m'était déjà arrivé de faire des interviews Skype ou téléphoniques, mais je le faisais de manière comme ça, sporadique, parce qu'il y avait quelqu'un que je pouvais pas avoir autrement, quoi. Mais c'est vrai que là, depuis, donc c'est en mars 2020 là, qu'on a été une première fois confiné. Ben, c'est sûr que là, j'ai augmenté mon niveau de jeu en tout ce qui est live et C'est compagnie, à ça. tel point que voilà, maintenant, bon, on est capable de faire du zoom, on s'enregistre à de tous bords, tous côtés. Enfin bon, ça marche super bien. Et moi, il a fallu aussi que j'adapte un peu ma méthode d'interview, parce que moi, normalement, le fonctionnement normal, c'est que soit je reçois les gens ici au showroom à Paris, le showroom de la chaîne Guitare, ou alors je me déplace effectivement sur les salons, sur les festivals, les événements, ou alors je rejoins les musiciens backstage, dans les coulisses, ou voilà, où ils sont, ou dans les hôtels pour faire les interviews. Et donc, normalement, j'ai les gens à côté de moi. Donc là, il a fallu que j'adapte un peu la méthode, parce que les gens sont à distance. Alors certes, la qualité des connexions Internet par rapport à il y a 10 ans a beaucoup augmenté, mais Ouais. il n'empêche qu'il y a quand même cette petite latence. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais finalement, avec effectivement l'amélioration des outils, l'augmentation des débits, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a toujours cette petite latence qui est un peu gênante, mais finalement on arrive, si ce n'est à la contourner. En tout cas, moi j'en ai fait beaucoup des interviews à distance. J'ai fait aussi beaucoup d'interviews en direct. J'en ai fait pendant le premier confinement, j'en ai fait 55. J'en faisais quasiment 6 ou 7 par semaine, parce que c'était moi, j'ai pris, je pense comme tout le monde, un peu le premier confinement dans la figure, mais je me suis dit tout de suite, en tout cas, moi, avec mes petits bras musclés de média musique, de média guitare, eh ben, on va se bouger le derrière, on va s'adapter, puis on va faire ce qu'il faut pour continuer de faire passer des choses qui sont positives. Parce que moi, sur la chaîne Guitare, le slogan, c'est amplificateur de passion. C'est ça, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est du loisir que j'essaie de vendre, si tu veux. Donc, je me suis trouvé une sorte de mission peut-être encore plus forte, qui m'a poussé à m'organiser, encore une fois, pour faire des lives, pour faire des interviews à distance. Et effectivement, je dis pas que j'étais déjà confiné
confiné avant le confinement, mais moi, à part quand je me déplaçais sur des événements, soit je travaillais ici au showroom, soit j'allais voir les gens, mais sinon, 90% du temps, j'étais soit chez moi en train de bosser, soit ici. Donc finalement, moi, le métro boulot dodo, enfin, c'était déjà plus mon quotidien depuis longtemps, quoi. Effectivement, on y arrive quand même, et puis on arrive quand même, même plus que ça. Ça fait 8 ans on a une amitié, Guillaume et moi, et qu'on fait une émission. Alors oui, c'est de développer ça moi, dans les top 3, je dirais, de Relife et de Nip Life, et puis toutes les belles découvertes qu'on a fait, toutes les belles personnalités, toutes les belles façons de voir, tout ce qui est changement de vie aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Fait que dans mon top 3, je te dirais, numéro 1, notre amitié, numéro 2, les changements de vie, et puis toutes les belles découvertes, et puis la communauté qu'on a créée. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous parlent de Nip Life, Relife, qui ont développé des techniques grâce à nous, qu'on fait ou qu'on aura fait réfléchir. Et juste ça, tu vois, Mm, mm. juste ça, c'est super pertinent, je trouve, notre présence en podcast, de, de- d'ouvrir certains horizons à des personnes. Fait que je te dirais que c'est dans mon top 3. Ouais. Et toi, Guillaume, t'en as un particulier? Ouais, alors bon, déjà, je te rejoins indéniablement sur cet échange. Parce que, alors ça paraît bête aussi, hein, mais parfois on échange avec Matt nos petits iMessage. Quelle belle époque on vit où on peut s'envoyer des SMS sans les payer parce qu'on est tous les deux des utilisateurs judicieux de l'environnement iOS, donc on paye pas. Bon, bref. En tout cas, on échange régulièrement nos messages, et que ce soit sur eLife ou sur d'autres choses d'ailleurs. Ça nous arrive aussi à titre perso, et c'est vrai que ça, c'est notre relation est quelque chose qui me marque beaucoup. On a eu plein d'invités géniaux qu'on n'aurait pas pu aborder sans doute en dehors de ce podcast. Enfin, j'imagine que ça nous a facilité les choses, et c'était des très très belles rencontres. Donc là aussi, je te rejoins. Et alors moi, j'ai dans mon top 3, il y a un événement qui me marque énormément, et à chaque fois que j'y repense, j'en ris rien que d'y repenser. C'est ce fou rire qu'on avait eu pour un enregistrement d'épisode avec Mika, qui s'était retrouvé dans la crèche de sa femme pour enregistrer un épisode. Je ne sais pas quel numéro d'épisode c'est, mais il est dispo dans le flux du podcast si vous remontez un petit peu. Et c'est un épisode où en fait, il y a pas d'épisode, parce que pendant 3/4 d'heure, on passe notre temps à essayer de se parler, et à chaque fois qu'il y en a un qui commence à prendre la parole, ça plante, ça entend plus. Mais c'était hilarant, et je me souviens pas. Alors si, j'ai eu des films humoristiques sur lesquels vraiment j'ai rigolé, hein, Ouais. sur lesquels j'ai eu des fous rires, mais des sessions de vie comme ça sur lesquelles je me suis autant bidonné. Je me rappelle des crampes que j'avais au niveau du ventre, et c'est vraiment un souvenir qui me vient spontanément, et ce qui permet de faire un petit clin d'œil à Tom et à Mika à cette occasion, évidemment, qui nous ont accompagnés pendant pas mal d'émissions. Tu sais que pour Mika, ça n'a pas été un événement très joyeux au début. Bah Il oui, l'a bah ré- bien il l'a sûr. réécouté, il a trouvé ça drôle. On vous le mettra à la fin du générique, vous l'écouterez. Et Mais oui, vas-y. je me rappelle qu'il nous avait envoyé des photos de son environnement. Il C'est était ça. entouré de petits jouets pour enfants et de Mickey. C'était très improbable, cette histoire. Très, très improbable. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir accompagnés pour cet épisode. C'était vraiment un très grand plaisir d'avoir un petit marqueur comme ça, temporel, ensemble, et de Voilà. pouvoir se repencher sur nos fondamentaux. Alors, c'est un des axes, moi, que je voulais développer cette année, et j'ai l'impression que du coup, je continue un petit peu à ma manière avec cet épisode, grâce à toi et à Matt, pour développer ces fondamentaux cette année. On va en profiter quand même pour rappeler que vous pouvez nous poser une question sur Encore. Ça, c'est un bel avantage de cette plateforme d'hébergement de podcast, c'est que vous pouvez alors soit nous poser des questions, soit répondre à nos questions avec un petit message audio d'1 minute maximum. Moi, j'aurais presque envie de vous demander quel est votre meilleur souvenir de Relife. Si vous avez la possibilité, allez déposer un petit message sur le site relifepodcast.com. Vous avez un petit bouton pour déposer un message. Bien évidemment, je ne peux que vous inviter à venir nous soutenir sur Patreon, hein, donner un petit peu de beurre dans nos épinards pour nous montrer à quel point on a raison de continuer à discuter ensemble et à travailler nos contenus et vous les partager de cette manière. Ça nous encouragera encore plus à le faire. Et puis, bien entendu, je vous invite à nous rejoindre individuellement. Alors, on va commencer par toi, Pierre. C'est le moment où tu peux nous lister partout toutes tes présences sociales, web, en ligne. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur la guitare et sur Pierre Journel?
Alors, à titre personnel, je suis à peu près sur toutes les plateformes sous le nom de Pierre Journel, donc où mon adresse Twitter, c'est pjournel, donc PJOURNEL, donc je suis un peu partout, Twitter, Instagram, Facebook et compagnie. Et puis sur la chaîne guitare, la chaîne guitare.com, voilà, les abonnements commencent à partir de 6 euros par mois. Et si vous êtes complètement anglophone, vous pouvez vous abonner à theguitarchannel.biz, voilà, où là, c'est la même chose, mais avec que le contenu anglophone. Et puis, je suis ravi d'avoir participé à votre centième et d'avoir été le marqueur, d'avoir été le dinosaure de service. Ça m'a fait grand plaisir. N'y voit aucun caractère péjoratif sur l'âge et le marqueur historique, hein, Non, mais bien je m'en entendu. fous. Moi, j'ai les grands, j'ai les cheveux longs, j'ai les chemises à fleurs. Je suis hyper jeune, en fait. On Ouais, t'es une adore. Dans la rockstar. tête, tout ça. C'est ça, c'est ça. Merci Pierre. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai vu que tu avais une présence sur Medium hyper régulière. Je suis bluffé, c'est super propre ce que tu fais sur Medium. Ben merci, oui, profduweb.com, il y a tous les liens pour retrouver, et dont ma page Medium, dans lequel je poste des humeurs du moment, on va dire ça comme ça, qui me permettent... En fait, Medium, je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'un peu plus développer certaines idées, et je me rends compte que l'écriture est très bénéfique pour moi, alors je continue avec Medium. Merci de continuer à écrire, Matt. Moi, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr avec plein de liens un peu partout. Vous pouvez même me retrouver, perdre du temps sur Clubhouse. Alors, je perds moins de temps quand j'y croise Pierre Journel, évidemment, de temps en temps. Ouais. Mais voilà, je continue à perdre un petit peu de temps au moment où on se parle sur ce nouveau réseau social. Pour combien de temps, je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, de votre écoute pour cet épisode. Merci infiniment de votre fidélité. Merci encore plus pour tous les partages de l'émission que vous ferez à votre entourage. Et évidemment, pour votre soutien sur Patreon. Merci beaucoup. Et on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bien.